What it do, baby? Gros pod, 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 gros podcast, gros podcast, gros podcast, gros podcast. Ah, un de mes idoles, mes main man. En tout cas, quand on commence l'entrevue, vous allez voir pourquoi, vous allez entendre en fait pourquoi ce podcast-là était aussi important pour moi. Pourquoi c'était un cercle qui se ferme ou une roue qui se ferme. Wow, no man! Mais le podcast c'était important pour moi, puis le podcast c'était le fun à faire parce que mon invité c'est Jean-Sébastien Giguère, champion de la Coupe Stanley, Conn Smythe winner, champion de la médaille d'or au championnat du monde, un homme exceptionnellement gentil, fondamentalement gentil. Puis c'est ces gens-là que je vais avoir sur le podcast parce que les gens gentils, c'est ça qu'on a besoin en ce moment. Puis JS Giguère, c'est un des ponts. Donc vraiment, merci d'avoir pris le temps de venir sur le pod. Merci de supporter le podcast parce que juste en fin de semaine, il y a plein de gens qui ont acheté des trucs. Continuez à le faire. Il faut vider mon étagère. Je le vois là, il faut vider l'étagère de trucs. Je veux plus de trucs dans l'étagère avant la fin du avant Noël. Vous me videz ça au complet. Vous me videz ça au complet. Il me reste combien de trucs là? Il m'en reste 30, j'en veux plus. Une avant Noël. On offre des trucs à tout le monde. Achetez-en pour en donner aux pauvres s'il faut. Mais on vide les trucs sans restriction. Ça assure la pérennité du podcast. Donc, zonekr.ca pour nous supporter. Sinon, merci à tout le monde de nous suivre sur les réseaux sociaux. Continuez à suivre nos girls Away From The Play qui font un travail exceptionnel avec leur podcast. Ils ont eu Anthony Calvillo la semaine dernière. Puis, genre, je capote. J'ai écouté l'entrevue. Puis, je me suis abreuvé des paroles de Tony avec Safia et Mel de Away From The Play. Et continuez à supporter Foot et Café aussi. Sandro Grande, j'ai tellement apprécié son expérience sur le dernier podcast. Donc, on continue, on est une équipe, on est une grande famille, celle des podcasts. Puis, il n'y a pas de compétition. Au contraire, il faut continuer à se supporter l'un et l'autre. Sur ce, on s'en va écouter ma main man, JS Giguère. Puis, yo, c'est ça, baby! Moi, là, je suis heureux parce que, bon, comme vous le savez, moi, je suis un fan du hockey depuis toujours. Et mon invité connaît pas cette histoire-là, mais je vais la raconter parce que moi, c'est une histoire qui me touche beaucoup. Bon, donc, je m'en vais voir un match du Canadien de Montréal au Centre Bell. C'est un match de séries éliminatoires. Et si je me trompe pas, c'est quand Kovalev, il avait perdu la rondelle ou un match dans... Tu sais, c'était des séries éliminatoires. J'avais la petite serviette pour tourner et je croise cet homme. Je vois cet homme, j'avais avec mon père. Mon père s'est fait donner des billets à sa job. Et là, puis on était pauvres back in the days. Fait que pour moi, aller au Centre Bell, c'était énorme. Et moi, je connaissais tous les joueurs. Je vois cet homme au loin. Il mesurait 9 pieds 12. Il était géant. Moi, avec ma petite stature. Et là, j'arrive. Mon père, il dit, tu le connais, on va aller le voir. Et mon père est allé te voir. Mon père a dit, il paraît que vous êtes connu. Mon fils, tu sais, vous êtes qui? Et attends. Et là, on jase un peu. T'avais été super fin. Et mon père, il dit, il te dit à toi, eh bien, donnez-lui un autographe. Pas de crayon, pas rien. T'as trouvé un stylo que t'avais dans ta poche, t'as signé ma petite serviette et c'est mon premier autographe sportif que j'ai eu. C'est ça, j'étais avec ma main man, Jean-Sébastien Giguère. Comment tu vas? Ça va super bien. Écoute, merci pour l'histoire. C'est le fun d'entendre des histoires comme ça parce que souvent on rencontre des jeunes puis on n'a aucune idée de l'impact qu'on peut avoir. Puis écoute, je trouve que j'ai souvent vu des gars, des fois des joueurs qui disent non ou qui veulent pas signer des autographes dans des occasions. Puis je trouve que des fois, tu t'en rends pas compte les impacts, ça peut être positif ou négatif que tu laisses. Que je suis content que tu me dises ça, c'est une belle histoire. Puis et effectivement, je m'en souviens un peu, c'est vague, mais je me souviens un petit peu de cette occasion-là. Ouais, mais moi, je suis vraiment content de t'avoir sur le pod. C'est plate parce qu'à TVA Sport, on se croise jamais. Je pense qu'on s'est croisés 2 fois en 3 ans. Les horaires, ils matchent pas. Comment tu t'en sors avec la pandémie, là? Est-ce que t'es comme dans un coin perdu puis tu restes là? Non, écoute, on est à la maison. J'ai mes 3 garçons qui sont à l'école, heureusement. Je pense que c'est, pour moi, là, dans ma vie, à moi, de toute façon, je pense que l'école, pour mes enfants, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Et puis, aussi, mes 2 plus vieux sont capables de jouer leur sport encore. Donc, mon garçon, mon plus vieux qui joue au hockey, là, lui, il est dans une classe bulle.
Fait que moi, je coach son équipe. On a de pratiques 3 fois semaine avec du hors-glace. Ça va quand même super bien présentement. Malgré le fait qu'on peut juste pratiquer, au moins les gars sont sur la glace puis ils bougent. Je pense que ça aussi, c'est important pour les jeunes. Mon milieu, lui, il joue au badminton. Fait qu'ils ont coupé ça à une fois par semaine, mais c'est des leçons privées. Je pense que c'est bon pour lui. Et malheureusement, mon plus jeune, lui, il peut pas jouer au hockey, là, il est dans le hockey civil. Ah. Mais à Blainville, on peut louer des glaces par famille. Donc, j'ai loué la glace à tous les samedis pour aller patiner avec mes gars, puis on s'amuse, on joue des petits jeux, des matchs. Juste pour dire qu'on sort de la maison, qu'on profite un petit peu de la glace, puis on s'amuse ensemble. Donc, ça, c'est le fun de ce côté-là aussi. Mais tu sais, ce que je trouve le fun, là, parce que tu sais, moi je coach au foot, c'est ma 15e saison, ceux qui écoutent le pod le savent. Puis malheureusement, nous, notre saison a été annulée. Tu sais, ça a été. On a eu le go, après ça, on a été annulé, après ça, tu sais, ça a été beaucoup de yo-yo. Le fait que toi, tu puisses coacher puis que ton gars il peut jouer avec ses coéquipiers, je pense que tu sauras jamais à quel point c'est tellement énorme, là. Moi, je te dis, mes kids, ils virent fous, là. Ils me textent, ils m'écrivent, c'est la panique totale, surtout qu'eux autres, il y en a qui s'en allaient jouer collégial après, tu sais. Donc, c'est vraiment le fun que tu as l'opportunité de jouer, là. Non, t'as raison, c'est majeur. Puis, tu sais, l'école où mon gars il joue, ils ont été sharp en partant. Les 2 premières semaines de septembre, ils ont décidé de changer toutes les classes pour faire des classes bulles, vu qu'ils ne pouvaient pas pratiquer au début, le hockey scolaire ne pouvait pas pratiquer au début. Et puis, en faisant ça, donc, ils ont pu pratiquer depuis le mois de septembre, depuis le début septembre, les jeunes pratiquent. Puis, honnêtement, c'est payant aujourd'hui. C'est plate, c'est certain que c'est plate parce qu'il y a d'autres équipes et d'autres organisations qui peuvent pas pratiquer. Mais on est chanceux de ce côté-là, donc on en profite. Okay. Sur le pod, ce qui est vraiment le fun, puis tu sais, on a eu beaucoup de joueurs qui jouent actuellement dans la Ligue nationale, puis on a eu des legends. Chris Pronger est venu sur le pod, Chris Pronger nous a raconté plein d'histoires. Puis qu'est-ce qui est le fun du pod? En passant, excuse Kevin, avec Chris Pronger, tu sais, on faisait beaucoup de voyages avec nos pères quand je jouais dans la nationale, puis c'est le joueur que mon père a le plus aimé. Wow. Que j'ai joué avec, ouais. Puis je sais pas si tu le sais, mais Chris, il est détestable quand tu joues contre lui. Tu sais, il a une face de bœuf, il est bon, tu sais, il est méchant devant le filet, il est méchant, puis il a une shot qui fait mal pour les gardiens de but. Puis tu sais, je le détestais quand je jouais contre lui. C'est un des joueurs que j'ai le plus haï. Puis un des gars que j'ai le plus aimé à jouer avec. Puis, honnêtement, mon père, tu sais, une des plus belles personnalités, il venait voir tous les pères, il leur parlait, puis tu sais, il n'y a pas tout le monde moi, je suis un peu plus réservé personnellement, donc tu sais, je disais bonjour au père, mais je n'allais pas leur faire une conversation d'une demi-heure, puis je connaissais pas toute leur vie à la fin du voyage, mais Chris, il connaissait tout le monde, puis honnêtement, c'est une personnalité unique. Ben, Chris qui m'a fait rire, parce que, tu sais, bon, tu sais, moi, je le connais pas, là, tu sais, j'ai écrit sur Instagram, puis il niaisait sur Instagram sans me connaître, il me faisait les jokes, je suis comme, hey, on s'est-tu déjà croisés, puis je le sais pas. Puis à un moment donné, il m'a juste dit, bon, on fait-tu le podcast? J'ai appelé Bruno, on s'est installé, puis ça s'est vraiment fait du jour tu sais, à la dernière minute, là, tu sais, fait que ce que tu me dis, je le vois très bien, tu sais. Ouais, c'est vraiment une personnalité comme ça. Puis il y a quand même un genre de sens de l'humour qui est cru un peu. Donc, faut pas que tu le prennes trop personnel. J'ai vu! Mais, j'ai vu! Ouais, c'est ça. OK, fait que sur le pod, ce que j'aime beaucoup avec les joueurs qui jouent plus, c'est les histoires parce que quand Fish est arrivé, Fish a raconté 100 000 histoires, mais dans le sens que c'est tous des trucs que pour moi, qui t'a regardé jouer, nommé Chris Pronger, nommé Primo, tu sais, c'est tous des gars là que j'avais leur carte de hockey. Quand tu t'es fait drafter, toi t'étais première ronde, là, OK? Il y en a plus de goalers première ronde. Toi t'étais 13e, là. Tu sais, tu te fais drafter à Hartford. Est-ce que tu savais c'était où? Mais en fait, c'est mon équipe. Moi, j'étais un partisan fan fini des Nordiques de Québec. Ouais. Puis je détestais le Canadien de Montréal quand j'étais jeune. Puis par rapport à tout ça, j'étais devenu comme un fan des Whalers. Donc, c'est parce que ce soit les Whalers ou les Nordiques qui faisaient les séries qui se prenaient contre le Canadien. Donc, j'étais comme un petit peu. C'est ma deuxième équipe préférée quand j'étais jeune. Mais là, tu savais-tu qu'elle allait te prendre ou t'as fait le saut quand ils t'ont pris? Non, mais c'est bizarre le repêchage parce que tu fais plein de tests, tu rencontres plein d'équipes.
Aujourd'hui, tu en rencontres encore plus, mais dans mon temps, tu sais, je n'ai rencontré peut-être la moitié de l'équipe de la Ligue. Puis tu vois quelles équipes sont intéressées, puis tu sais, ils disent OK, si tu es disponible rendu là, peut-être on va te repêcher, puis tout ça. Donc, les Whalers, c'est une équipe que j'ai jamais eu de nouvelles de ma vie. J'avais aucune idée qu'ils étaient intéressés. Et quand il est venu leur tour, c'était le 13e choix, j'écoutais même pas. J'étais comme dans ma bulle. Je regardais l'aréna. On était à Edmonton. Je regardais l'aréna, puis j'étais pas... je pensais même pas que c'était possible qu'ils me repêchent. Et c'est mon père qui a entendu mon oncle qui s'est levé, puis là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis, honnêtement, j'ai été plus surpris que tout le monde que les Whalers m'ont repêché, mais ça s'est bien donné pour moi. C'est très, très hot parce que j'aime le fait. Yo, moi, j'écoutais même pas, là. Je pensais pas, là. C'est très non, aucunement, honnêtement. Aucunement. OK, là, t'es repêché par les Whalers, tu joues un peu. En fait, c'était comment ton premier camp d'entraînement? Parce que, sur 96, 97, Whalers avait quand même des bons joueurs, là, back in the days, là. Ah, c'était notre entraîneur, c'était Craig Hartsburg. Ouais. Je crois que c'est un vieux de la vieille, là. C'était des pratiques extrêmement difficiles, beaucoup de patins. Et j'étais aucunement prête pour un camp comme ça. J'étais pas en bonne condition physique du tout. Dans ce temps-là, tu sais, les jeunes aujourd'hui, ils s'entraînent, tu sais, au football aussi. Il y a des programmes de football, des bons programmes partout dans les gyms. Tu sais, à partir de 12 ans, tu commences déjà à avoir des bonnes habitudes de travail dans le gym. Tu sais comment t'entraîner. Ben moi, à cet âge-là, honnêtement, ça, je te mens pas, mon entraînement, c'est que je courais 15 minutes jusqu'à la crèmerie, je prenais un gros cornet de cadenacé, je revenais à la course à la maison, puis ça, c'était mon entraînement pour la journée. Fait que j'avais besoin d'une motivation en plein milieu, tu sais, donc c'était mon gros cornet de cadenacé. Mais j'étais pas en shape. Ça avait été vraiment un réveil pour moi. Tu sais, c'était comme wow, c'est ça la Ligue nationale, donc j'étais vraiment pas prêt. Puis, tu sais, si on va peut-être en parler plus tard, là, mais ça a pris un bon 4-5 ans avant que je sois vraiment prêt pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Oui, mais parce que, bon, là, tu as joué avec Hartford. Après ça, là, bon, là, les Air Miles étaient là. Les Air Miles étaient là, puis c'était là à Saint John, Calgary, Cincinnati. Y a-tu de quoi faire à Cincinnati? Il me semble Cincinnati, là. Écoute, Cincinnati, ben, moi j'avais joué 3 ans à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Ah, c'est vrai, je sais pas s'il y a du monde qui t'écoute de là, mais il y a plus de choses à faire à Cincinnati qu'à Saint John. Ça, je peux t'en passer en papier. Pas mal sûr qu'eux autres le savent aussi. Ouais, c'est ça. Mais écoute, j'avais perdu ma dernière saison à Saint John. À force de faire la navette Calgary-Saint John, Calgary-Saint John, j'avais perdu toute ma confiance. Puis on n'avait pas d'entraîneur de gardien de but. On avait un entraîneur, c'était Rick Vive pour toute l'équipe à Saint John les mineurs. On n'avait pas d'entraîneur de défense, on n'avait pas de directeur gérant, on n'avait pas d'entraîneur de gardien de but. Wow. Il y avait juste un coach en arrière du banc qui gérait à peu près 23, 24 gars de l'âge de 20 ans, 21, 22 ans. Tu peux juste imaginer comment que c'était pas vraiment adéquat pour développer des jeunes. Mais j'avais perdu ma confiance, puis en perdant ma confiance, j'ai perdu mes 17 derniers matchs avec les Flames de Saint John. Donc, juste te dire que ça 17. Puis là-dedans, là, si je n'ai fini 7 ou 8, là, ça serait bon. Honnêtement, à tous les matchs, je me faisais retirer. Je me faisais huer dans l'aréna. C'était le bordel total. Jamais j'aurais pensé jouer dans la Ligue nationale après ça. Mais attends, je comprends pas. Là. Mettons, là, OK, t'es rendu à 10 games de suite, là. Ah, écoute. À quel point tu te dis, mais je pense que je reviens pas, puis là, t'es rendu à 15! Ah non, écoute, j'étais plus capable de dormir, premièrement. Je m'étais fait, là, ça, on parle, mettons, à partir du mois de, mettons, janvier. Ça a commencé jusqu'à la fin de la saison. Là, j'avais perdu ma job de numéro 1 par un gars qui jouait dans la ligue de la East Coast League. Oh. Puis, lui, honnêtement, tu sais, je veux pas être méchant, mais il était vraiment pas bon, là. C'était pas un gardien de but. C'était à peine s'il était capable de jouer backup dans la ligue américaine. Wow. Mais l'entraîneur n'avait pas le choix. J'étais plus capable de rien arrêter. Donc, j'avais perdu ma job. Ça allait vraiment pas bien. C'est incroyable. J'adore ça. OK, fait que là, bon, là, tu fais la navette un peu partout et là, tu te rends avec, pas les Anaheim Ducks, les Mighty Ducks, OK? Ouais, les Mighty Ducks. Là, t'étais avec les Mighty... Ouais, vas-y. Ouais, mais là, je pense que j'ai gagné mes 5 premiers matchs. Fait que ça avait tout changé. Le balai est revenu!
Ouais, c'est ça, exactement. Mais là, t'arrives avec les Mikey Ducks, puis eux, moi, je me rappelle, cette équipe-là était loadée, là. Loadée. C'était comment arriver dans le vestiaire, il y a Teemu Selanne qui chill, Paul Carrier, qui est là, qui dit pas un mot, mais il est... Tu sais, c'était comment ce vestiaire-là, là? Euh, écoute, c'était loadé, mais pas quand je suis arrivé. Ah, pas quand t'es arrivé, c'est après, hein? Ouais, on était vraiment pas bon quand je suis arrivé. On était vraiment dans le bas de classement. C'était dans la fin c'était Pierre Gauthier qui était le directeur gérant. C'était à la fin de son séjour là-bas. Et puis l'équipe, ça allait vraiment pas bien. Tu voyais que, tu sais, il y avait pas d'atmosphère dans la chambre. Il y avait un paquet de joueurs qui voulaient pas être là. Donc c'était pas vraiment une atmosphère sain. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de pouvoir y aller, parce que là, c'était la fin de Guy Hébert, qui était le gardien de but numéro un là, depuis des années. Donc, il était comme à la fin d'un cycle, eux, les Mighty Ducks. Ouais. Malgré le fait qu'il y avait Teemu Selanne et Paul Carrier, mais c'était vraiment les deux seuls joueurs qu'il y avait qui étaient des vedettes. Le reste, c'était des jeunes joueurs ou des gars qui étaient peut-être pas qui avaient pas leur place là. Ils ont fait le ménage complet vers le début décembre. Et puis, c'est ce qui m'a permis de me faire rappeler après un bon début de saison dans la Ligue américaine avec les Mighty Ducks de Cincinnati. Puis là, ben, en ayant pu me remettre là, de la confiance, j'ai réussi à quand même avoir quelque chose de pas pire avec les Mighty Ducks. C'était comment avec Teemu Selanne, là, tu sais, t'as vu Teemu Selanne à TV marquer 72 buts face à Célébration avec Cyril Canard, là, t'arrives, t'es son coéquipier, puis en pratique, en tout cas, de ce que j'écoute des certains podcasts, le gars, il voulait compter même en pratique, là. Ah ben ouais, ça c'est certain. Puis c'est drôle parce que Teemu et Paul Carrier, c'est deux meilleurs amis. Donc c'est des gars qui s'entendent super bien. Ils ont une chimie incroyable sur la glace. Puis côté caractère, c'est deux personnes complètement différentes. Il y en a un qui est hyper sérieux. Il fait tout juste pour avoir du succès sur la glace. Ça, c'est Paul Carrier. Il va lire des livres, tout ce qu'il fait, là, il pense juste au hockey, puis c'est hockey 24 heures par jour. Et de l'autre côté, t'as Teemu Selanne qui il a tellement hâte de sortir de l'aréna. Il va aller jouer au golf. Il fait quasiment tout pour pas avoir le succès, mais il est tellement bon que c'est tellement facile pour lui. Mais c'est deux personnalités incroyables. Puis j'ai vraiment, moi, en étant un jeune joueur, j'ai vraiment appris beaucoup des deux. Parce qu'il y en a un que il montre un petit peu c'est quoi d'être un pro puis de prendre sa job au sérieux. Puis il y en a un en même temps qui dit, mais gars, faut que tu sois un pro, mais en même temps, faut que tu aies du plaisir dans la vie. Donc, je pense que c'est deux bonnes choses à apprendre. Puis j'ai vraiment appris des deux. Puis c'était vraiment, c'est encore deux bons amis à moi. C'est des deux personnes vraiment incroyables. Puis c'est sûr que pour eux, dans la situation où on était, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de plaisir puisqu'on perdait plus de matchs qu'on en gagnait. Mais c'est revenu tranquillement pas vite après ça. Mais bon, pendant qu'on est sur Paul Carrier, parce que moi, till I die, moi, je pense que je vais sur mon lit de mort puis je vais dire, yo, quand le gars, il a pris le coup puis il est revenu contre Steve, yo, quand il y avait de la buée dans sa visière, tu sais, je te parle là, puis je me vois où j'étais quand j'ai vu ça, puis comment j'ai crié, sauté, puis je pensais qu'il était mort sur la glace. Là. Toi, comment t'as vécu ce parce que c'est un des trucs les plus fous de toute l'histoire de la Ligue nationale. Là. Ouais, c'est un des trucs les plus fous. Puis honnêtement, c'est une des, c'est le match qui m'a marqué le plus dans ma carrière. C'est un match où on était en plein contrôle de la situation, ça allait bien. Puis la foule, c'était incroyable. Le bruit, l'atmosphère dans l'aréna, j'ai jamais vu. Même en 2007, quand on a gagné la Coupe Stanley, on n'a jamais atteint ce niveau de bruit-là. Puis quand Paul est revenu sur la glace, écoute, on était les frissons qu'on avait eus, tous les gars. Puis quand il a marqué son but, je pensais que le toit il allait sauter. Honnêtement, c'était vraiment une situation incroyable. Puis qu'est-ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il se souvient pas de rien de ça. C'est fou. Il se souvient pas d'avoir marqué le but, il se souvient pas d'être revenu au jeu, il se souvient pas d'avoir joué le match numéro 7. Et quand même 2 jours plus tard. C'est fou. Il s'en souvient pas, c'est complètement fou. C'était peut-être la mise en échec qui nous a fait qu'on a probablement perdu la série, où on aurait eu une meilleure chance de gagner si Paul avait été à 100%. On s'entend, là, c'est notre meilleur joueur.
Puis en même temps, mais ça a été le moment le plus extraordinaire de ma carrière aussi. C'était comme négatif d'un côté, mais juste tout ce qui s'est passé après, c'était vraiment extraordinaire. Mais moi, ce que je trouvais fou de cette série-là contre. Puis, tu sais, j'avais demandé aux gens sur les réseaux sociaux, envoyez-moi les questions que vous vouliez poser à OK. Puis, ça, c'est une question qui est revenue, puis je veux juste retrouver le nom de la personne parce que je trouve ça vraiment intéressant, sa question. Mais moi, je me rappelle, cette série-là, c'est une des séries qui m'a le plus marqué parce que c'était du back and forth, back and forth, back and forth. L'affaire de Paul Carrillo arrive, match, tu sais, puis toi, après ça, c'est toi qui reçois le Conn Smythe. Puis moi, je me rappelle, j'ai dit, oh man, yes, il a reçu le Conn Smythe. Puis j'ai fait, oh man, il est triste. Tu sais, c'était comment à ce moment-là? Parce que c'est quand même fou, là. Tu reçois le joueur le plus utile des séries, un des trophées les plus prestigieux de la Ligue nationale, mais en même temps, tu le ramènes dans la chambre, puis c'est le seul trophée qu'il y a dans la chambre. Ouais, c'est vraiment c'est pas un feeling exceptionnel, extraordinaire honnêtement. Puis je tu sais, je souhaite une expérience de même à n'importe qui, mais je le souhaite pas à personne comme tel parce que c'est vraiment tu sais le hockey pour être capable de te rendre jusqu'à la fin comme ça en finale de la Coupe Stanley, il faut que tu aies une chimie incroyable, il faut que l'équipe soit vraiment soudée, solide, que les gars aient vraiment un esprit d'équipe là incroyable. Puis c'est impossible de se rendre jusque-là s'il y a des chicanes ou des fractions dans l'équipe. Donc, c'est sûr, on est là, on était, tu sais, je veux pas, on n'est pas en guerre, mais on était en guerre ensemble. Tu sais, Ouais. on est une vingtaine de gars, 25 gars qui ont souffert pendant quasiment 2 mois pour se rendre jusqu'à où ce qu'on est. Et puis, c'est pas le trophée que tu veux gagner en perdant. Honnêtement, là, c'est un petit peu malaisant. Je suis arrivé, puis on était à la vieille arena au New Jersey, l'ancienne arena des Devils. Ouais. Et c'était vraiment désastreux comme arena. Là. Il y avait une vieille table pour parce que les gars faisaient leur bâton, puis il y avait du tape et tout ça. Et puis je suis sorti de la glace, je savais pas quoi faire. Il y avait personne pour m'aider. Les trainers étaient dans la chambre avec les gars du PR puis tout ça, puis les relations publiques, les entraîneurs aussi. Donc moi j'ai le trophée puis j'ai personne, je sais pas quoi faire avec. Je peux pas l'emmener dans la chambre, ça serait comme un petit peu Ben oui. c'est pas la chose à faire. Donc je l'ai mis sur la table, je l'ai déposé sur la table où on faisait les bâtons dans le corridor. Puis je suis rentré dans la chambre. Je suis allé m'asseoir avec les gars, puis on n'a pas dit un mot pendant une demi-heure. Il n'y a personne qui parlait. C'était, tu sais, il y en a qui pleuraient. C'était vraiment comme parce que pour la plupart des gars, tu vas avoir une chance dans ta vie de te rendre là. Puis même là, il y en a plusieurs qui n'ont jamais la chance de jouer en finale. Donc c'est un moment qui est pas facile à avaler. Puis là, de fil en aiguille, les gars s'en ont rendu compte, puis ils sont venus me voir féliciter, mais c'était pas le. C'est vraiment bizarre comme situation. Je me sentais pas vraiment à l'aise. Aujourd'hui, par exemple, tu sais, faut que je sois honnête, là, c'est quelque chose que je suis vraiment fier d'avoir Ben gagné ça. Je oui. pense que c'est peut-être dans ma carrière, ces 2 mois-là, c'est le meilleur que j'ai joué. Tu sais. J'ai jamais été à un niveau aussi élevé que ces 2 mois-là. Puis, tu sais, je suis vraiment fier de ça. Là. C'est fou parce que, tu sais, dans le sens que ça, c'est some Hall of Famer shit, là. Comme la playoff que t'avais eu. Moi, je me rappelle, là, je lisais, tu sais, dans les journaux, je regardais les reprises à la télé, puis j'étais comme, là, il est dans sa zone, puis il y a absolument rien qui peut l'arrêter. Mettons, toi, là, c'était quoi ta routine? Tu sais, parce que sûrement que tu faisais tout le temps la même chose pour être sûr de garder ton momentum, ou toi, t'es pas superstitieux pantoute? Je suis superstitieux, mais jusqu'à un certain point. Tu sais, je voulais OK. pas. Moi, les superstitions qui viennent t'empêcher d'avoir du succès, c'est pas des bonnes choses. J'avais une routine que je faisais, que j'aimais, c'était rien. Mais il faut pas que ça soit trop compliqué, il faut pas que ça soit trop pesant parce que il y a plein de choses que tu peux pas contrôler dans la vie. Puis moi, les affaires que je peux pas contrôler, faut que tu sois capable de jouer un match de hockey pareil, même si tu arrives 10 minutes plus tard parce qu'il y avait un petit peu de trafic. Il y a toutes sortes de choses là, que les gars ils ont des superstitions que moi je peux pas croire. Là. Mais donc finalement, comme j'ai une bonne routine, mais c'est une routine qui me permet de rentrer dans ma bulle quand la rondelle elle tombe à terre. Donc, si un journaliste vient me voir avant le match ou un journaliste vient me voir le matin ou tu sais, j'ai pas de problème avec ça, moi je vais vous parler, puis j'ai toujours cru que le match était à 7 heures, il est pas à 10 heures le matin, il est pas la veille. Là. Donc, à travers toutes les choses qu'il faut que tu fasses comme professionnel de hockey,
mais il faut que tu sois capable de vivre une vie aussi. Là, il faut que tu sois capable de parler aux gens puis avoir un petit peu de social, même si c'est un match de hockey le soir. Yeah. Non, mais tu sais qu'est-ce que je vais dire. Mais pourquoi? Tu sais. You know. Je voulais dire you know en espagnol, c'est pas en forme. En tout cas, vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant une tuque, une casquette, un jersey ou un hoodie sans restriction. On passe toutes les tuques. On achète des trucs avant Noël. Même après Noël. Tu sais quoi? On achète plein de trucs. Pourquoi? Parce que c'est le fun. Donc, vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant tuque, casquette, jersey, hoodie sur le sans restriction sur le zonekr.ca. On retourne écouter ma main man, JS Jiggy. Oh, je vais pas chanter la chanson. Je vais la chanter quand je vais arrêter. Parce que je chante tout le temps sur le pod puis je chante mal. OK. La question. Mettons, t'aimais un contre l'autre. Mettons, on fait une simulation, là, sur NHL 2021. On met l'équipe de 2002-2003 qui était loadée face à l'équipe 2006-2007 qui, elle aussi, était loadée. Une série de 7, là, qui gagne? Écoute, j'ai pas le choix d'y aller avec l'équipe de 2007. J'ai pas le choix de... Ouais, parce que on était bon en 2003, mais on était vraiment bon en 2007. On avait une équipe... tu sais, juste avoir Chris Pronger puis Scott Niedermayer à défense. Ouais. Scott Niedermayer, tu sais, c'est peut-être pour moi le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Un gars il a tout gagné. Il a tout gagné les trophées, toutes les ligues, tous les tournois qu'il a joué. Il a gagné soit la médaille d'or, la Coupe Stanley. Il les a tout gagné. Donc, c'est un joueur exceptionnel. Puis tu rajoutes à ça, en plus, Chris Pronger. Écoute, comme gardien de but, c'est de l'art. Ça, c'est facile. Ça rentre. Les deux, ils jouent 30 minutes, mais ils sont pas sur le même duo. Fait qu'à chaque fois, tu sais, comme pendant un match, t'es garanti à peu près un 55 minutes au moins, où il y en a un des deux sur la glace. Wow. Écoute, ça, c'est merveilleux pour un gardien de but. Fait que c'est sûr qu'en 2003, j'avais pas ça. En 2007, on a perdu seulement 5 matchs pour gagner la Coupe. Donc, on avait vraiment une équipe là, qui était profonde. On avait une équipe qui était physique. On était capable de marquer des buts. On avait des trios balancés. En 2003, ça a été vraiment plus... fallait vraiment bien jouer en équipe en 2003. On était bien coaché. On avait Mike Babcock comme entraîneur. Puis, honnêtement, ça, je pense que ce qui nous a permis en équipe de se rendre jusqu'au bout. Parce que on n'avait pas d'attente au début de la saison en 2003. Même moi, je me suis marié le 21 juin cette année-là avec ma femme. Et puis, quand on a choisi la date, on est les deux partis à rire parce qu'on pensait même pas faire les séries. Mais on dit, gars, faut s'assurer qu'on prenne après les séries. Là, ça paraît pas bien si on prend, mettons, au début juin. Donc, j'étais content parce qu'on a fini le 13 juin le dernier match. Wow. Pour finalement me marier 8 jours plus tard. Donc, c'était pas mal serré, notre affaire. Hey, t'imagines-tu, hein? Le gars, il prévoit son mariage. Ouais, j'ai une game de finale de coupe à aller, je reviens. Ça aurait pas bien passé, celle-là. Mais honnêtement, jamais, on avait fini 13e dans notre conférence l'année d'avant, en 2002. Puis 15e l'année d'avant. Donc, nous autres, faire les séries, là, c'était quasiment... on voulait essayer d'être compétitif cette année-là, essayer d'être 9e, 10e, peut-être, si ça va bien, on n'a pas trop de blessés dans la saison, finir 8e. Finalement, on a fini 7e. C'était quand même pas pire, mais ça s'est donné que j'ai eu des bonnes séries aussi. Donc, moi, ma question, OK, c'est quand t'es gardien de but. Parce que là, je sais, là, quand les gars, ils te mettent de la neige d'en face, là, c'est pas le fun, là. Mais mettons que t'es gardien de but, puis Chris Pronger est sur la glace. Est-ce que tu te permets plus de dire, hey, prends ton trou à l'autre gars, parce que tu sais que Chris est en arrière? Ouais, des fois, c'est tentant, hein, c'est ça, c'est certain. Puis, mais honnêtement, tu sais, des fois, c'est des choses qui arrivent pas juste parce que Chris Pronger est sur la glace. Juste parce qu'il y a tellement de respect à travers la ligue, puis les gars, ils savent. Puis en plus, les arbitres, je sais pas pour quelque raison que ce soit, Chris, c'est un gars qui est intimidant. Il a une personnalité super forte. Quand il rentre d'une pièce, lui, il est vraiment comme... Il demande, on dirait, du respect. C'est pas qu'il le demande, mais en anglais, il dit « command respect ». Ouais. Les gens, tout le monde le regarde, il est grand, 6 pieds 5. Il se promène, il a les épaules, il est un peu fendant,
mais c'est juste comme ça fait partie de sa personnalité. Ouais. Mais donc les arbitres, ils le respectaient beaucoup, ils laissaient faire plein d'affaires en avant. Un peu comme avec le Canadien de Montréal, avec Shea Weber. Des fois, Shea Weber, tu le regardes aller, il me semble que il exagère, les arbitres font rien, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de respect à travers la ligue. Puis je suis pas sûr que quelqu'un va oser mettre de la neige en face à Carey Price si Shea Weber ça glace. C'est vrai, t'as raison. Est-ce qu'il y a un gars dans la ligue qui avait ton numéro dans le sens que à chaque fois qu'il était sur la glace, t'étais comme man, faut que je check mon five-hole là parce que lui est bon là, lui il me fait mal là. Ouais, il y en avait. Écoute, il s'appelait Chichu, Jordan Chichu à San Jose. Ben oui, Jonathan Chichu, ma man! Ouais, Jonathan, c'est ça, Chichu. Puis lui, l'année, il a marqué 50 buts une année, puis je pense qu'il en a eu 10 contre moi, cette année-là. Écoute, t'aurais regardé, je pense qu'il y a 3 tours du chapeau, puis un autre match avec un but. Ça avait pas de sens. Il marquait, là, écoute, je pense qu'il aurait dû m'envoyer une partie de son chèque à la fin de l'année, parce que ça avait pas de bon sens. Il y avait lui, puis il y avait puis ça a été depuis Midget 3 jusqu'à la fin de ma carrière. Il y avait Daniel Brière. Daniel Brière, là, lui, là, c'est un joueur exceptionnel, c'est un petit rat en entour des filets. Il trouve toujours des situations, puis à chaque match, il marquait contre moi, puis il savait, puis il venait me voir après, puis il faisait un petit sourire, parce qu'on se connaît quand même assez bien, puis il trouvait ça drôle, parce qu'il savait qu'il marquait toujours contre moi, puis je me souviendrai un match, on jouait contre Philadelphie, on était à Philadelphie, puis finalement, il n'avait pas marqué, on est en avance de 2 buts. Ils ont retiré leur gardien de but, mais tu sais, c'est pas grave, il reste à peu près une quinzaine de secondes, là, je suis là, dans ma tête, je pense, il n'a pas marqué un but, puis c'est tellement rare, je suis tellement content. Puis tout ça pour dire, il arrive comme un genre de revirement dans son œil, puis là, il s'en vient. Là, je me reconcentre, je me replace, il fait le tour du filet, il marque un but, il restait 2 secondes. Écoute, ça avait pas de bon sens, je pouvais pas croire. Il est parti à rire, il m'a regardé, il est parti à rire. Même lui, il en revenait pas qu'il avait marqué un but comme ça. J'adore ça. OK, Constant, il demande, c'est quoi ton jersey des Ducks préféré? Parce qu'on s'entend, c'est le logo le plus nice, là. Ouais. Honnêtement, là, aujourd'hui, là, j'aime bien celui, le orange, avec l'ancien logo des Mighty Ducks. Je trouve que c'est quelque chose de bien pour le passé des Mighty Ducks, mais avec un beau orange le orange, en passant, c'est pour dans le comté de Orange County, là-bas, en Californie. Puis, je trouve que c'est une belle petite touch. Mais ouais, c'est ça. Ça serait mon préféré, même si je ne l'ai pas mis, moi, personnellement. Pour le vrai, je le regarde en ce moment, c'est vrai qu'il est sa coche. Je m'en vais le commander. Je vais le commander, je vais mettre une bière en arrière. C'est ça, je te le signerai. Mais dans ce coup-là, j'amènerai un Sharpie. Ouais, hey, c'est drôle ça. OK, Marc Lisa, tu demandais comment était Paul Kariya, ça on en a déjà parlé. Matt, MA, c'est un peu, Kevin, je vais te conter une histoire sur Paul. Oh, yes! C'est une personnalité vraiment incroyable. Puis, comme je t'ai dit, il est vraiment focusé. Puis, l'année du lockout en 2004, c'était avec Paul Kariya, j'ai appris à jouer au poker. On n'avait pas grand-chose à faire. Puis, on allait toujours dîner à la même place, les gars, avant les matchs. Puis là, le propriétaire du restaurant, il fermait de 2 à 5. Là, nous autres, on allait dîner après nos pratiques. On allait jouer au poker après. Lui, le gars, il fermait son restaurant, il jouait avec nous autres. Puis, mais Paul, c'est un fou. C'est lui qui avait le plus d'argent à table. Normalement, c'est lui qui a le plus d'argent. C'est lui qui a le plus de succès. Ouais. Mais il voulait tellement jouer. Il jouait une main à l'heure, à peu près, en moyenne. Il était tellement concentré. Puis là, il lisait des livres pour être meilleur. Puis là, il était tellement, comme on dit, by the book. Ouais. Il me faisait capoter. Jamais j'avais cette patience-là. Puis il finissait toujours par gagner parce qu'il y avait la patience. Puis là, moi, j'embarquais dans son jeu. Puis là, je perdais ma patience. Puis là, j'allais dans des mains que j'avais pas d'affaires. Mais écoute, ça a été... mais il est de même tout le temps. Là présentement, sa nouvelle passion, c'est faire du surfing. Ouais. Là, il s'est acheté une maison sur le bord de la mer. Puis il est à tous les jours, il est à 5 heures du matin. Il est avec sa planche, puis il s'en va dans l'eau, puis il fait du surf, puis il s'entraîne pour être meilleur au surf. Et c'est sa grande passion, c'est le surfing. Et l'après-midi, il s'en va jouer au golf. Puis il y a toujours, à tous les jours, la même routine, ça change pas. C'est un gars vraiment spécial. Puis je pourrais te conter d'autres histoires. Je me souviens,
une année, juste la dernière sur Korea, on revient au camp d'entraînement après un été, puis il dit, hey, il dit, Jiggy, je suis content de t'avoir. Il dit, j'ai inventé une nouvelle shot. Je me suis inventé une nouvelle shot. De quoi tu parles, de nouvelle shot? Il dit, lui, dans son garage, il y avait, même s'il faisait 10 millions par année, il restait dans un petit condo à Tustin, en Californie. Un condo il a eu toute sa carrière comme joueur de hockey. Il voulait pas changer par superstition. Puis dans son garage, il s'était fait une cage pour lancer. Puis lui, cet été-là, il avait inventé un nouveau lancer. Donc, c'était un lancer du revers, slap shot. il était, mais c'est incroyable, la shot. Là. La première fois qu'il me l'a fait, il me fait ça. Ça touche la barre horizontale du côté de la mitaine. Je me souviendrai toujours un but. Là, je vois, OK, c'est un il me l'a fait 5 fois dans la pratique. Je capotais. Mais lui, là, c'est un passionné, donc il avait travaillé là-dessus tout l'été pour revenir avec un lancer plus puissant. Aïe, aïe! C'est un fou, mais vraiment une bonne personne pour ça, là. Il l'essayait-tu en game, son tir? Oh oui, non, il a essayé. Il a marqué plusieurs buts après ça avec ce lancer-là. Wow! Un gars qui cherchait la perfection en tout temps. Il dormait avec des protecteurs de poignets, là. Pour pas plier ses mains, pour pas que des fois tu dors, là, t'es croches un peu, tu ton oreiller, là, ta main elle plie, puis là, le lendemain, t'as mal au poignet un peu, là. Mais lui, il dormait avec des protecteurs pour pas que sa main elle puisse plier, pour être sûr qu'il a pas mal au poignet le lendemain. C'est toutes sortes de situations comme ça, là, tu te dis, wow! Paul Kariya devient mon joueur préféré, plus l'épisode avance. J'adore ça. OK, il y a une autre personne qui avait une bonne question, puis je trouve ça intéressant, c'est Emma Saint-Amand qui dit « C'était comment être contre Martin Brodeur en 2003? » Tu sais, c'est 2 Québécois, c'est la finale de la Coupe, puis là, t'es un contre l'autre, de l'autre bord, t'as comme greatness, toi, t'es en train d'être greatness. C'est comment est-ce que vous vous parliez avant les games, ou est-ce que vous vous êtes parlé après la série? Pas vraiment, parce que Martin, je le connaissais pas, puis okay. Je l'ai rencontré 1 ou 2 fois dans ma carrière. Mais c'est certain que j'aurais aimé mieux l'affronter en 2007, quand j'avais plus d'expérience. C'est quand t'arrives en 2003, puis la finale, c'est pas mal différent que le reste des séries. La finale, là, c'est tout le monde te regarde, les journalistes sont tous là, tes amis, ta famille, tu sais, veux pas, mettons, tous les amateurs de hockey au Québec regardent ça, les journaux parlent juste de ça. Donc, c'est un petit peu différent. Puis, c'est certain que Martin, lui, avait déjà passé par là. Il avait beaucoup plus d'expérience dans ce domaine-là. Moi, j'étais encore un jeune gardien de but. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y avait un avantage sur moi, sans aucun doute, là. On peut le voir par ces 3 blanchissages qu'il y a eu pendant la série. Donc, ça a été... il y avait peut-être un petit côté intimidant de ce côté-là, malgré le fait que je voulais pas me faire intimider, mais tu sais, veux pas, si je suis honnête après les faits, là, c'est certain que Martin était un petit peu intimidant pour moi, là, surtout que, tu sais, on peut s'ostiner toute la journée, là, mais il est probablement dans les top 3 gardiens de but de tous les temps, là. Donc, c'est quelque chose d'intimidant. En 2007, vu que j'avais passé déjà par une finale, là, j'avais peut-être l'avantage sur Ray Emery, qui était des sénateurs d'Ottawa, parce que là, moi, je savais à quoi m'attendre. Je savais, tu sais, où placer mon énergie, puis comment gérer mes émotions. Ray Emery, qui lui, il avait jamais passé par là, mais là, il fallait qu'il apprenne ça à tous les jours, là. Il y avait des situations différentes, il y a des questions qui arrivent qui sont un petit peu que tu veux pas répondre nécessairement en finale. Donc, il y a toutes sortes de choses qui arrivent là, dans une finale. Mais moi, j'étais prêt pour ça beaucoup plus en 2007 que je l'étais en 2003. OK, là, je vais pas te retenir trop longtemps parce que j'ai dit c'est entre 30 et 45, fait que je vais être sûr de respecter. Ah, c'est correct, c'est pas grave. J'ai rien à faire, j'ai pas nulle part à aller. Yes! C'est comment jouer à Toronto? Parce que, bon, le seul qu'on a interviewé du podcast qui a joué à Toronto, c'est Fred Gauthier qui joue actuellement pour Toronto. Puis, tu sais, bon, on s'entend, là, ils viennent de commencer, fait qu'il n'y a pas tout... C'est comment jouer là-bas? Parce que là, ce qu'on entend souvent, c'est que c'est pas aussi bruyant que, mettons, un Montréal, parce que les gens qui ont les billets en bas, peut-être, sont plus du côté affaires, donc font moins de bruit. Ben, les rumeurs sur Toronto, c'est comment là-bas?
Honnêtement, les mardis soirs, les matchs du mardi soir, là, c'était vraiment ennuyant. Il n'y avait Ah pas ouais, hein? d'atmosphère. Non, c'est vrai. Puis c'est quelque chose qu'on en parlait souvent aux propriétaires, aux GM, tout ça. Donc, mais en même temps, GM, vous avez juste à gagner. On était tellement mauvais que c'est certain que tu sais, les gens, t'as beau vouloir qu'ils crient, si t'as pas une équipe qui est compétitive puis qui sont pas le fun à regarder jouer, c'est sûr qu'il y aura pas d'atmosphère dans l'aréna. Que ce soit n'importe quelle aréna où tu joues. Mais moi, personnellement, Toronto, j'ai adoré. C'est vraiment une organisation exceptionnelle et vraiment, ils traitent leurs joueurs là, aux petits oignons. Tu sais, de jouer pour une équipe comme Toronto, que ce soit Montréal, Toronto, Chicago, tu sais, les 6 équipes originales. Ouais. Pour moi, tu sais, ça a été une expérience que j'ai vraiment adorée, malgré le fait que côté hockey, personnellement, ça a été difficile. J'ai été tu sais, blessé souvent, puis j'ai jamais réussi à m'implanter comme le gardien de but là, de la franchise. Euh, Côté expérience humaine, j'ai adoré. Honnêtement, là, vraiment une belle ville. Tu sais, j'étais un de ceux-là, je viens du Québec, j'adore le Québec, puis je pensais que Toronto, c'était plate, non? Ouais. Finalement, c'est une belle ville, tu sais, c'est vraiment une ville que j'ai appréciée. Ah, hey, moi, je dis tout le temps à tout le monde. Moi, quand j'ai la chance d'aller à Toronto, d'aller dans le Six, en tout cas, je me couche pas à 11h. So, c'est une belle ville pour ça, là. C'est une belle ville pour Ouais, ça. c'est vraiment bien pour ça. OK. Puis, un autre... Pas que j'ai expérimenté ça, mais Non, mais t'en as entendu parler. ouais, c'est ça, ben oui. Mais un autre ville, un autre joueur qu'on a eu sur le pod, Sam Girard, Sam nous parlait de Colorado. C'est Oui. comment jouer à Colorado. Puis, je pense qu'on sous-estime beaucoup Colorado. Explique-moi, c'était comment là-bas, là? Ben, c'est sûr que côté organisation, je dirais pas que c'est l'organisation la plus, je dirais, qui dépense le plus d'argent là, sur, Ouais, ça, sur c'est les vrai. joueurs, mais ça, tu sais, il y aurait peut-être besoin d'une nouvelle aréna de pratique, des choses comme ça. Ouais. Donc, quand que tu parles de Toronto, où ce que tout est vraiment là, au top de la ligue, et avec une aréna de pratique neuve, flambant neuf, un peu comme la Canadien de Montréal. Ouais. Tu arrives au Colorado, c'est un petit peu, ça te déstabilise un peu, là. Mais autrement, écoute, c'est une ville aussi où le Colorado, là, c'est vraiment bien pour quand tu as une jeune famille. Moi, rendu là, j'avais 3 enfants. Donc, il y a beaucoup. C'est la ville, Denver, c'est la ville la plus jeune en termes de moyenne d'âge aux États-Unis. Puis c'est la Ah, ville où il y a le plus d'heures de soleil aux États-Unis, avec plus de 300 jours de soleil. Donc, honnêtement, c'est une ville exceptionnelle à vivre. Puis, tu sais, les hivers sont vraiment, c'est quand même doux. Il fait toujours 10-12 degrés dehors. Puis, le printemps, il arrive super rapidement. Donc, c'est vraiment une belle place pour vivre. Puis, j'ai adoré mes 3 années que j'étais là. Puis, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé surtout, c'est que quand l'arrivée de Joe Sakic et Patrick Roy sont arrivés, wow. ça a vraiment changé l'organisation. Là, ils ont commencé à mettre de l'argent dans l'équipe. On avait là finalement des déjeuners, des dîners à l'aréna. Parce que, tu sais, ça a l'air vraiment comme des bébés gâtés, là, quelqu'un qui se plaint qu'il n'y a pas de déjeuner ou whatever. Mais pour le prix que ça coûte à une équipe, de contrôler ce que les joueurs ils mangent pour s'assurer qu'à la fin de la saison, les gars, ils ont de l'énergie puis qui piquent au bon moment, au lieu de dire aux gars, tu sais, mes 2 premières années au Colorado, il y avait pas de déjeuner ou il y avait pas de dîner. Donc, tu manges toi-même à la maison, tu vas dans un restaurant, tout ça. Mais on parle d'une équipe de jeunes, des jeunes gars, Ben ouais. ils font pas toujours les meilleurs choix. Si la nourriture est là, mais là, tu peux contrôler ce que le nutritionniste il fait, puis s'assurer que les gars ils ont l'énergie toute la saison. Donc, ça fait une grosse différence à la fin de l'année, après 9 mois, parce que c'est une saison de hockey. C'est 9 mois du début à la fin si tu te rends en finale de la Coupe Stanley. Donc, c'est important d'avoir de l'énergie tout le long. Mais j'aime ça parce que... Je sais pas si ça fait du sens. Ben oui, parce que ça fait extrêmement du sens, parce que moi, mon but dans la vie, là, mon rêve de moi, là, pour toujours, là, c'est d'acheter une équipe de hockey féminin. Ça, c'est mon rêve dans la vie. Ah, Puis, OK. c'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, j'étais avec Manu, puis on fait des calculs, puis on regarde ça, puis c'est-tu faisable, c'est-tu pas faisable. Puis là, après ça, tu fais comme,
hey, c'est vrai qu'il faut que les gens mangent, là. Ça, tu y penses pas tout de suite. Il faut vous manger, sinon vous allez passer votre temps au McDo, là. Non, c'est ça coûte cher. Tu peux pas juste leur donner n'importe quoi, là. Tu peux pas chercher non. des bagels, puis honnêtement, tu sais, une petite histoire au Colorado. J'ai reçu mon premier chèque de paye. Puis là, je regarde mon talon de chèque, m'assurer que tout était correct. Et puis là, je vois, j'ai un frais de 75 $ pour des muffins. Bon. Là, je pouvais pas inventer ça. Moi, j'arrivais de Toronto où c'est vraiment ça coche. On a un chef personnel là, pour tout le monde, puis on mange bien. Là, je vois le muffin, puis là, bon, je sais pas c'est quoi, mais tu sais, j'en fais pas un cas. Là, ça fait comme 3-4 chèques, talons de chèque que je reçois, puis là, ça dit toujours muffin 115 $. Là, j'ai dit, coudonc, j'ai dit, c'est quoi ça, les muffins? C'est qui? Ils sont où, ces muffins-là? Puis apparemment, dans une salle, dans le fond, on avait des muffins qui étaient là, puis c'était les joueurs, il fallait qu'ils les payent, donc on avait une cotisation. Ouais. C'était comme le genre de situation, on dit, ouais, OK, c'est assez spécial comme situation. Mais c'est ça. En même temps, après ça, je me suis assuré d'aller manger un muffin par jour. Ben, j'espère, là, tu payes 75 $ pour. Ah ouais? Non, ça avait pas de bon sens. Je peux pas croire que. J'ai une question pour toi. Muffins. Parce que ouais. ça me fait rire que tu me parles des talons de chèque puis tout, parce que moi, je me suis toujours demandé, tu sais, en fait, je me suis toujours demandé. Je sais un peu avec les gars actuellement comment ça fonctionne. Tu sais, les gars, ils me posent des questions, Kev, nanana. Mais, mettons, est-ce que vous checkez votre... Parce que moi, mettons, je reçois un chèque, de TVA Sport, là. Ben, moi, ça rentre dans mon compte, bye, c'est parti, là. Tu sais, puis je le sais même pas, là. Je surveille pas ça à chaque jour, là, OK? Je me sens choyé de pouvoir ne pas avoir besoin de le surveiller à chaque jour. Vous autres, là, c'est pas des 20 $, là. Est-ce que tu checkais chaque talon de chèque, puis pour t'assurer que c'est le bon montant qui tombe dans le compte, ou tu sais, comment ça fonctionne? Vous étiez payé au combien de temps? 2 semaines, 3 semaines? Ben, on était payé à toutes les 2 semaines, je pense que c'était tous les 15 jours. Wow. Pendant une période de 6 mois. Donc, pendant toute la saison, on est payé à toutes les, c'est deux fois par mois à peu près. Ouais. Et puis, non, c'est juste, moi, j'ai toujours cru, puis avec mon agent que j'avais, Jean Deck, ça a toujours été important pour eux de savoir qu'est-ce qui se passe avec ton argent. Donc, aujourd'hui, je trouve que les jeunes joueurs, je trouve qu'ils font pas nécessairement attention à ça. Mais pour moi, ils m'ont enseigné à un jeune âge de savoir exactement combien tu fais, les impôts que tu payes, ton argent va où. Puis en fait, on faisait à chaque année ce qui s'appelait la chaise électrique, qui était vraiment déplaisant. Et la chaise électrique, c'est donc à chaque année, il fallait que tu arrives avec tous tes talons de chèque. Fallait que tu arrives avec ton budget, combien tu as payé par mois pour ton téléphone cellulaire, combien ta maison, ton auto, en essence, et ton entraînement, la bouffe et tout. Donc, ils voulaient que tu saches exactement où tu dépenses, combien tu dépenses dans quoi. Et on allait là, on passait, je sais pas, avant la fin de ma carrière, c'était vraiment une journée au complète. Wow. Parce qu'en même temps, je rencontrais tous les gens qui s'occupaient de mes finances, mes placements et tout ça. Ouais. Donc, on passait du matin de 8 à midi, on allait dîner 1 heure, puis on passait toute l'après-midi, puis on regardait tout, puis pour eux, c'était important de savoir exactement où ton argent était, puis ils voulaient que ce soit toi, le joueur seulement, qui ait accès à ton argent. Donc, eux, souvent, c'est les comptables qui ont, tu sais, ils peuvent faire des déplacements d'argent, ils peuvent payer tes comptes, puis tout ça, puis honnêtement, ils voulaient que tu sois capable de payer tes comptes. T'as un compte de téléphone, mais c'est à toi de payer. C'est pas à nous. C'est pas parce que tu joues au hockey que t'es pas capable de payer un compte de téléphone. Je pense qu'on a en masse de temps il y a en masse de temps mort dans une saison pour être capable de payer tes comptes puis à savoir exactement où tu mets tout ton argent. Donc, ça a été une bonne leçon parce qu'aujourd'hui, je peux, sans connaître tout, là, mais je peux savoir exactement quand je parle à quelqu'un qui... parce que là, je fais plus la chaise électrique, évidemment. Mais quand je parle avec un de mes conseillers financiers, je sais un petit peu de quoi il parle. Mais je trouve ça vraiment intéressant puisqu'il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de joueurs de hockey qui jouent dans la ligue, qui écoutent le pod, beaucoup de joueurs de hockey professionnels qui écoutent le pod, puis je trouve ça intéressant que ça vienne de toi, tu sais, que bon, toi t'as joué dans la ligue, là, t'avais pas besoin de faire ça, puis tu l'as fait, puis peut-être que ça va encourager, tu sais, j'ai eu des discussions avec certains joueurs, puis qui sont super allumés, là, c'est pas tous les jeunes joueurs, mais dans le sens qu'il y a des jeunes joueurs qui ont besoin d'entendre parler de ça. Maintenant, dernière question du pod, c'est ma question préférée à chaque podcast, je demande ça.
ça aux joueurs ou joueuses de la Ligue nationale. Bon, si demain tu meurs, OK? Demain, c'est fini. Faut que tu joues une dernière pick-up game. Donc, naturellement, t'es le gardien de but. Faut que tu choisisses 2 défenseurs puis 3 attaquants. Ta dernière pick-up game, pour ça, c'est fini. Là, tu me poses des bonnes questions. Là, il faut que je choisisse 5 joueurs. Ouais, 2 def. Ben, tu peux mettre n'importe qui, n'importe où. C'est toi qui décides, c'est ta game. Puis je suis obligé de me mettre dans le filet. Ben oui, à moins que tu veux te mettre, mais faut que tu joues. Tu peux te mettre en avant ou en défense. Ouais, j'aurais pu te mettre au centre. Tu peux te mettre au centre si tu veux. Non, je vais, OK, gars, je vais prendre, puis je vais prendre Chris Pronger puis Scott Niedermayer à défense. Ce qui est plutôt facile comme décision, mais en même temps, j'ai eu d'autres défenseurs incroyables, dont François Beauchemin. C'est vrai. Je pense que je vais le prendre. Je vais le mettre en arrière du banc, François. Il va ensuite, en avant, c'est certain qu'un duo Paul Kariya puis Timo Senani, tu peux pas te tromper. Right? Donc, on a un ailier gauche puis on a un ailier droite. Déjà là, ça part bien. Et puis, au centre, j'aurais pas le choix d'y aller avec Ryan Getzlaf. Oh! Ouais. Là, c'est sûr qu'il ralentit un petit peu, là, puis, mais honnêtement, c'est tout qu'un joueur de hockey. C'est un gars qui a une vision incroyable, des passes incroyables, puis un excellent lancer. Donc, je pense que ça va être ça, mais tu sais, c'est sûr que je pourrais peut-être, je vais mettre sur le banc, là, puis prêt à embarquer, je vais mettre Nathan McKinnon, qui probablement le 6e attaquant. Ouais, le 6e attaquant, c'est dur à dire, là, mais je vais attendre qu'il dépasse les autres avant de le mettre comme sur ma première ligne. Mais Nathan qui est resté chez moi pendant sa première année, que j'arriverais pas ça de l'avoir dans mon équipe. Oups, allô? Oui, t'es-tu là? Je pense qu'on... Ah oui, là, OK, on est là. Ouais, Nathan est resté chez vous la première année? Ben oui, sa première année, lui, c'est un gars de Halifax, comme ma femme. Ouais. Puis, tu sais, je savais que c'était ma dernière année de contrat. Puis, tu sais, j'avais 3 gars à la maison, mes 3 enfants. Puis, je trouvais que ça allait être une expérience quand même assez bien. Puis, c'était vraiment un fit là, parfait. J'avais un sous-sol pour lui, il avait sa propre porte pour rentrer. Tu sais, pour nous autres, ça n'a pas été de trouble du tout. C'était vraiment une belle expérience. Puis, on a la chance de recevoir les étés, tout ça, parce que je passe mon été à Halifax. J'ai un chalet dans ce coin-là. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment, ça a été une belle expérience de ce côté-là. Wow! Bon, ben écoute, je vais te laisser aller. Merci d'avoir été sur le pod. Puis je te lance la perche maintenant. Je vais te relancer en juillet ou en août. Mais je sais pas si t'as entendu parler de la classique KR parce que là, tu m'as dit tu coaches. Puis moi, équipe Raphaël, ça fait 5 ans qu'on joue contre l'équipe du Clair. Je suis 1 victoire, 4 défaites. J'ai besoin de 100 nouveaux derrière le banc. Donc, ça se peut que je t'envoie la perche pour te dire, yo, j'ai besoin de 100 nouveaux derrière le banc. Donc, merci beaucoup d'avoir été sur le pod. Wow, un beau moment, man. Ça, là, c'est le genre de raison pourquoi je fais le pod, hein. Genre de raison pourquoi je fais le pod. C'est le fun, man. C'est le fun parce que tu rencontres tes idoles, man. Oui, je travaille avec à TVA Sport, mais comme j'ai dit, je le crois jamais, là, tu sais. Mais what a great guy. Puis vous me donnez l'opportunité de rencontrer ces gens-là. On a plein de pods qui s'en viennent avec des personnes le fun, là. Puis oui, l'horaire va changer un peu pour le temps des fêtes parce qu'on veut profiter du temps des fêtes, là. Puis anyway, ça va vous donner le temps de faire du rattrapage, là. Donc, à un moment donné, il va falloir faire le rattrapage. Mais non, c'est spécial, guys. Ce qu'on fait, guys et gals, là. Mais c'est spécial, qu'est-ce qu'on fait? On train de se créer notre propre espace safe de podcast. Puis ça, man, je trouve ça powerful. So, merci tout le monde d'écouter le pod à chaque semaine. On en fait 2 par semaine. C'est énormément de contenu, je le sais. Mais vous êtes au rendez-vous à chaque fois. Fait qu'on dirait que ça nous
ça fait en sorte qu'on veut continuer à en faire parce que vous êtes là. C'est pas comme si vous écoutez plus le pod, au contraire, il y a encore plus de monde qui l'écoute. Donc, merci beaucoup d'écouter le pod. Continuez à être des agents de changement dans le monde sportif. On supporte le sport féminin. Plein de gens, des boys qui m'écrivent par rapport à on veut plus de soccer féminin, on veut plus de volleyball sur les stories, on veut plus ci, on veut plus ça. Puis ça, je trouve ça badass parce que là, c'est les boys qui demandent, c'est pas les girls. Donc, let's go, baby, man. On continue. Puis, achetez les foot-tucs. Zonecarrière.ca. Let's go! Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu, qui s'occupe de la musique. Puis, sur ce, passez une belle semaine. On va passer une belle semaine ensemble, guys. On va passer une belle semaine ensemble.